Vallée, vous êtes médium, vous avez écrit un livre, Derrière le miroir, l'autre vie, dans lequel vous parlez de vos expériences. Quelle est votre définition de la médiumnité et comment avez-vous découvert cette disposition? En fait, un médium, c'est tout simple. On va prendre la définition du Larousse. C'est l'intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Pour ma part, je ne fais pas de voyance, donc de précognition. Je travaille simplement en thérapie du deuil, en communication avec l'au-delà, en excluant totalement tout ce qui est table tournante et Ouija. Ouija, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la planchette avec les lettres, etc. Pour mon parcours personnel, je dirais que je suis tombée dans la potion magique toute petite, comme Obélix, et que j'ai eu ma première expérience, je dirais, avec cette fameuse grand-mère paternelle qui descendait de son cadre, qui elle-même, je l'ai appris très très tard, avait des dons de guérisseur et de médium, mais à l'époque on en parlait très peu. Et cette adorable grand-mère venait m'embrasser tous les soirs. Elle descendait de ce fameux cadre auréolé de gris bleu, elle était absolument ravissante et pleine de douceur. Puis elle remontait, et moi je m'endormais. Et à 14 ans, il y a eu un autre événement qui était la kermesse paroissiale. Donc vous savez, à l'époque, c'était le défilé de chars et les petites filles étaient costumées. Donc moi, Marquis, j'avais décidé de monter dans le char des Bohémiennes puisque j'avais ma bonne amie qui était dans ce char. M'a bien malement pris, ou je sais pas si c'est très bon ce que je viens de dire, mais peu importe. Et malheureusement, les freins de ce char ont lâché. Une petite fille a senti le danger et a sauté et s'est tuée contre le socle de la charrue. Moi, à ce moment-là, j'ai eu très peur. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait, puisqu'il y avait une vitesse qui accélérait. Enfin. Et là, je me suis sentie, malgré toute cette peur atroce, je me suis sentie enveloppée, je dirais, dans une bulle d'amour, de sérénité, de quelque chose qui était absolument exceptionnel, qui ne m'autorisait pas à la peur. Mais pourtant, il est arrivé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que dans un virage, eh bien, la charrette s'est écrasée contre un mur. Et là, autour de moi, lorsque j'ai rouvert les yeux, il y avait tous les corps de ces petites filles de toutes les couleurs. Et puis moi, dans mon habit de marquis, posée au milieu de la rue, debout, sans une tache, avec toujours cette sensation d'avoir été extraite de ce malheur et cette protection. Et c'était tellement fort et tellement extraordinaire que j'avais envie de rester avec elle, avec ce que je ne sais pas nommer, je ne savais pas nommer à l'époque. Mais malheureusement, eh bien, à un moment, cette bulle a éclos. Et ça a été ma première rencontre avec, je dirais, un peu ce qui est paranormal. Et aussi avec ma première rencontre avec la mort. Et au fur et à mesure, cela m'a permis de comprendre que la vie n'avait pas forcément le sens que voulait lui donner le commun des mortels. Quelle est votre conception de la vie et de la mort? Alors en fait, par expérience, j'ai compris qu'il n'y avait pas, je dirais, de justice, ni d'ordre chronologique dans la vie, que nous naissons tous pour mourir, ce que nous avons tous oublié. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir cette idée en permanence dans la tête, c'est évident, ce serait trop horrible. Mais c'est vrai que dans cette société actuelle, on a instauré cette chronologie, c'est-à-dire que la médecine ayant évolué, ce qui est tout à fait magnifique, et parfaitement admirable, les gens ont mis un ordre de départ, c'est-à-dire que maintenant ça doit être la grand-mère qui part, les parents, les enfants. Parce que maintenant il y a les antibiotiques, il y a des tas de choses qui prolongent l'idée de la vie. Il faut savoir que si l'on remonte quelques décennies et décennies en arrière, ces fameux antibiotiques n'existaient pas, qu'il y avait des guerres permanentes, que très souvent les mamans accouchaient à la maison, qu'elles pouvaient mourir en couche, que le bébé aussi pouvait mourir en couche, que les enfants n'étaient pas protégés comme le sont les nôtres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout ce système hospitalier et médicamenteux, et qu'en fait la mort faisait ce que je vous ai dit, la partie intégrante de la vie, et que l'on n'y voyait rien à redire. Il n'y avait pas de justice ou d'injustice, c'était ainsi. Et très souvent, lorsque les gens viennent me voir, malheureusement, c'est ce qu'ils me disent, c'est injuste. Souvent, bien évidemment, dans
lors d'un départ d'un enfant. Ça m'est très difficile, je suis obligée de leur raconter ce que je viens de vous dire, pour leur faire comprendre qu'en fait cette inégalité n'existe pas et que c'est nous, humains, avec notre nouvelle technologie, qui avons fait que nous avons ce type de discours. Voilà. Vous rencontrez souvent des gens qui ont perdu un être cher et ne parviennent pas à faire leur deuil. Oui, bien évidemment, c'est-à-dire que lorsque l'on perd quelqu'un de proche, pour certains individus, ça passe tout seul, et pour d'autres, c'est vraiment le monde qui s'ouvre sous leurs pieds, c'est le vide et l'absence, c'est la solitude. Hein. Et ce qui est curieux, c'est que ça peut aussi bien on peut aussi bien voir ce cas de figure pour une grand-mère qui a élevé cette personne, pour une maman, comme pour un enfant. C'est vrai que dans le cas de l'enfant, c'est absolument dramatique. Parce que la vie s'arrête avec lui, c'est-à-dire que ce sont vos entrailles. Et que souvent, en plus, quand c'est un enfant unique, alors là, c'est presque une deuxième mort, puisque... Enfin, pour l'avoir vécu en tant que maman, puisque j'ai perdu mon fils unique, c'est vrai que derrière moi, des fois, la pire des fêtes pour moi, c'est la fête des mères. C'est abominable. C'est vraiment, c'est à chaque fois le couteau parce qu'en fait, maintenant on vous offre une fleur. Alors, j'ai un souvenir très précis d'un jour dans un grand magasin où très gentiment les caissières offraient une fleur aux mamans. Et nous sommes tous censés être mamans. Et elle nous dit, vous êtes maman. Et là, je suis retrouvée avec cette fleur qu'elle m'offrait. Et j'ai failli avoir stupidement une réaction de violence, enfin de violence. Non, mais bon, enfin c'était un peu bête de ma part, mais c'était extrêmement douloureux. Je pense que elle avait pas posé la bonne question. Donc revenons à la question initiale. C'est vrai qu'à partir de là, les gens qui viennent me voir ont donc ce besoin insensé, inouï, de renouer ce lien avec celui qui est parti. Très souvent, ils ne savent pas comment je procède. Ils ont entendu parler du travail que je faisais, et parfois ça peut même avoir un côté entre guillemets comique, parce que j'ai vu un jour une dame venir me voir, une femme qui était médecin, donc il y avait une certaine éducation, etc., censée avoir une certaine connaissance, et qui me dit, mais j'espère, donc elle venait pour sa grand-mère, qui l'avait élevée, elle dit, j'espère qu'en rentrant chez moi, il n'y aura pas de meubles déplacés, ni de fantômes, de poltergeist, ou je ne sais quoi. Je dis, non, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs vous voyez, je ne suis pas habillée en rouge, la chouette, elle n'est pas sur mon épaule, et la boule de cristal non plus. Et la verrue sur le nez, je l'ai fait enlever hier. Donc, des fois, il faut un petit peu dédramatiser. Et bon. Et c'est vrai que donc, elle s'est détendue, et comme avec tous les gens, j'essaye de les mettre à l'aise et de leur faire comprendre que, bon, ce travail a une qualité énorme, c'est que ça va leur permettre de comprendre que l'autre est toujours là, que la mort n'existe pas, qu'en fait, ce que l'on perd, c'est ce véhicule terrestre. D'ailleurs, souvent, lorsque l'on voit des cadavres, parce que j'ai longtemps travaillé en soins palliatifs, la personne que vous avez accompagnée pendant des mois et des mois, lorsque vous la voyez, que la vie est partie, vous comprenez qu'on lui a enlevé quelque chose. C'est cette âme, ce qu'on appelle l'âme, c'est cette part de divin, cette part d'éternité que, on va dire, Dieu a mis en nous. Et là, très souvent, lorsqu'on commence ce travail, ils se rendent compte que ce n'est plus Dominique Vallée qui parle, mais que toutes les indications qui me sont données, que je ne peux connaître bien évidemment, me sont données par ce défunt qui est là au milieu de nous, puisque tout à coup, eh bien, l'atmosphère va devenir palpable. Et souvent, l'émotion est très très forte et les gens pleurent, et finalement, c'est triste, mais c'est très beau. Et par justement toute cette reconnaissance, ils vont comprendre qu'il est là, parce qu'il va parler de ce qu'il faisait rire, de ce qu'il faisait pleurer, de ce qu'il aimait, de ce qu'il n'aimait pas, de ses regrets, et tout, et tout. Et voilà. Et là, on va pouvoir commencer, ils vont pouvoir commencer à avancer dans ce deuil. La question que chacun se pose est comment ça marche? Quel est le processus psychologique qui est en jeu? En fait, comment ça marche? Ça, c'est une bonne question.
Je ne sais pas si je vais vous satisfaire au niveau de la réponse. Simplement, je pense que, comme tous les médiums, j'ai un mode de fabrication qui est un petit peu particulier. J'ai un cerveau qui, visiblement, puisque j'ai été testée à différentes reprises, dans différentes unités, je dirais, hors France, mais pour ne pas les nommer, et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle une expansion de conscience, qui fait que le médium va faire entrer en jeu une partie de ce cerveau qui n'est pas utilisée, je dirais, par excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais le commun des mortels, et qui va faire que nous allons avoir accès à cette mémoire universelle, où sont engrangés depuis que le monde est monde, tout ce qui existe. Aussi bien la connaissance humaine depuis les balbutiements de la Terre, que nos défunts, que tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que nous sommes comme des petits poissons dans l'eau. Savoir que le poisson n'a pas non plus conscience qu'il est dans l'eau, comme nous sommes dans cette air que nous respirons, où est véhiculée en permanence cette mémoire universelle. Et aussi nos défunts. L'âme de nos défunts. C'est un grand ordinateur. Donc j'ai accès à certaines touches de cet ordinateur. Il faut savoir que, quelque part, nous sommes tous médiums. Tous. Mais à des degrés différents. Tout le monde, je dirais, peut jouer du piano, tout le monde ne sera pas Mozart. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je suis née comme ça? Est-ce que c'est dans mon ADN? C'est fort possible. C'est pour ça que l'idée du don me gêne un petit peu. C'est-à-dire, je pense que c'est plutôt un mode de fabrication particulier qui fait que je suis apte à avoir ce contact, cette communication, et par là même à aider les autres. Pourquoi, ayant ces facultés médiumniques, ne voyez-vous pas ou n'essayez-vous pas de voir l'avenir? En fait, je ne me suis pas vraiment posé la question puisque j'ai l'impression que l'on m'a mis dans une voie qui est la communication avec l'au-delà, dans la notion d'aide. Mais c'est vrai qu'il y a tellement peut-être, alors est-ce que il y a tellement de gens qui pratiquent la voyance, certains bien, moins bien, qu'en fait je crois que j'ai été mise dans une case. Et que je ne me suis... Voilà, je suis restée comme ça et je dirais que je ne veux pas faire de voyance. Souvent, les gens me téléphonent en pensant que je fais de la voyance. Ou en allant, je dirais, au bout d'un moment, plus loin dans leurs questions. Et en fait, pour moi, les questions qui sont posées... Après, lorsque j'ai une réponse au niveau de l'au-delà, c'est toujours au niveau du conseil. Mais jamais, tu vas déménager, nanana, bon, c'est jamais péremptoire. L'individu, la personne qui est en face de moi... va à son libre arbitre et je ne suis pas là pour faire ce type de travail. Voilà. Par contre, il est évident que je peux avoir des prémonitions, je peux lui dire attention à ci, attention à cela. Mais si vous voulez, en consultation, je ne vais pas diriger sa vie, je ne vais pas le prévenir de quelque chose, ou alors je vais le prévenir d'une chose. Mais ça s'arrête là en fait. Hein. Vous parlez d'aide. Quelles sont les diverses formes que peuvent prendre ces aides que vous apportez? Indépendamment des gens qui viennent me voir à mon cabinet, j'ai beaucoup travaillé en soins palliatifs. Donc dans l'accompagnement des mourants. Donc auprès des mourants, bien évidemment. Et aussi des familles, puisque j'ai eu la chance de travailler, je dirais de manière extrêmement discrète, et parce qu'il y avait un chef de service qui était extrêmement intelligent, et je le remercie, je ne le citerai pas, et qui m'a autorisé à rentrer en contact avec des familles qui désiraient avoir une aide supplémentaire que la médecine traditionnelle. Il y a toujours une psychothérapeute dans cet hôpital qui est une femme absolument admirable. Et en fait, eh bien, nous faisions une sorte, je dirais, d'équipe. Parce que lorsque vous voyez partir quelqu'un, donc dans ce service d'oncologique, donc de cancérologie, dans des conditions qui sont parfois extrêmement douloureuses, pénibles, où l'individu... Je ne sais pas pourquoi je dis le mot individu, parce que c'est même plus un être humain quand on pèse 33 kilos, lorsqu'on souffre le martyre, je sais plus,
c'est hors norme. Eh bien, il y a un moment où, je dirais, cette possibilité que j'ai, je vais pouvoir l'aider à partir. Je vais aussi surtout pouvoir aider les familles et les préparer. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Mais ça, c'était un signe post-mortem. Parce que pour moi, il y a les signes ante et post-mortem. Ante-mortem, c'est-à-dire avant la mort, et post-mortem, après la mort. Dans les signes ante-mortem, j'accompagnais un monsieur absolument adorable, qui au départ était un rationaliste très bon teint, et qui finalement a quand même désiré me rencontrer et a apprécié le travail que nous avons fait ensemble. Et lorsqu'il est parti, Jean-Pierre, quelque temps avant, a fait je ne sais pas si c'est une décorporation, mais c'est surtout une prise de conscience de ce qui l'attendait. Et j'étais assise derrière lui, puisqu'il m'avait demandé de venir, et il me dit « Oh Dominique, c'est absolument incroyable !» Il était sous morphine, mais de manière très légère, parce qu'on pourrait penser que c'est l'action de la morphine qui lui fait avoir ce genre d'hallucination. Et il me dit, mais Dominique, c'est absolument extraordinaire, tout à coup, tout est noir autour de moi, et je vois des petites ellipses dorées. C'est la première fois, la première fois que je rencontrais ce genre de choses extraordinaires qui se passaient au moment du départ. Je suis restée un peu bête, et j'ai fini par lui dire, écoutez, vous inquiétez pas Jean-Pierre, on va tout noter, puis on en reparlera plus tard. Et puis après, il me dit, oh, mais alors ça, c'est curieux parce que les mandarins quittent la pièce. Moi, j'ai de plus en plus interloqué, mais on va noter, on note. Les mandarins quittent la pièce. Et c'est vrai qu'il avait il était tout à fait européen, mais avec un air parfaitement asiatique. Alors, je sais pas d'où ça venait, je l'ai jamais su. Mais après, ça s'est davantage précisé. Il m'a dit, Dominique, alors c'est extraordinaire, tous ces gens qui viennent vers moi. Je dis, mais Jean-Pierre, et vous, que faites-vous? Parce que j'ai commencé à comprendre. Qu'on venait le chercher. Il me dit, mais, je lui dis, que faites-vous, Jean-Pierre? Et là, il me répond tout simplement, mais je vais vers eux. C'est merveilleux, je vais vers eux, je suis bien. Après, il m'a vu me déplacer. Il m'a dit, tiens, vous avez changé de place, vous vous êtes assise à côté de moi? Je lui ai dit, oui, alors que je n'avais pas bougé de place, mais enfin, je voulais surtout pas le troubler. Et il m'a dit, sa dernière phrase a été, mon Dieu, ce jardin, quelle beauté! C'est absolument magnifique. Il y a des colonnes doriques, il y a des fleurs blanches et parmes, des grappes de fleurs, c'est sublime. Et en même temps, je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait dans cette pièce qui était fabuleuse. Alors moi, j'en étais toujours avec j'écris, Jean-Pierre, j'écris, mais je sentais que j'écrivais plus rien du tout. Et je lui ai dit, vous savez, on va en parler demain. Et bien écoutez, et je suis partie, je l'ai embrassé, je suis partie. Et malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler puisque 2 heures après, il était parti. Lui aussi. Mais plus loin que moi. Et puis, il y a aussi, alors dans les signes post-mortem, toujours, parce que je pourrais vous en raconter des milliers, donc je pense, ce dont je vous parle sont pour moi, je dirais quelque part le plus attachant, parce que le premier, le signe antémortem, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'y suis longtemps, et après son épouse est venue me voir et m'a remercié, et je voulais pas qu'elle me remercie parce que c'est pas moi, c'est pas Dominique Vallée, c'est cette chance qu'on m'a donnée. Donc pour en revenir à ces fameux signes post-mortem, je vous donnerai qu'un seul exemple, qui est celui de Dell. Dell est un peintre américain. Quand je dis peintre et américain, c'est parce qu'il a cette sensibilité un peu particulière, cet humour, cette qualité d'âme qui fait que nous avons c'est quelqu'un que j'aimais infiniment. Et Dell est en train de partir d'un cancer de la prostate qui s'est malheureusement généralisé. Il habite à côté de chez moi, à Saint-Germain-en-Laye. Et je viens le voir un jour, alors que j'avais déménagé entre-temps, je n'avais pas pu le voir. Et je le vois allongé sur son lit, relié à une bonbonne d'oxygène, couché avec les jambes enflées, une horreur. Et comme Dell est un garçon extrêmement bien élevé, il va chercher à se relever. Nous sommes au mois de décembre. L'effort va durer 10 minutes et lorsqu'il s'assoit, il n'en peut plus, il est épuisé. Le fait de se relever, c'était quelque chose de terriblement douloureux. Et il est assis comme ça et là, parce que je l'aime, quelque chose monte de moi. Je me mets à prier, mais vous savez, c'est pas une prière, c'est
c'est quelque chose qui vous monte de vos tripes. Et je dis, je vous en supplie, Seigneur, là-haut, et tous ceux qui l'ont aimé, s'ils pouvaient partir maintenant, parce que de toute façon, c'est fini, il est en fin de vie. Vous n'allez pas encore le laisser souffrir 15 jours. Non, je vous en supplie, prenez-le. Et si vous pouviez le prendre cette nuit, ou une nuit, qu'il ne souffre pas, ça serait merveilleux. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes au mois de décembre. Les fenêtres sont fermées. Derrière moi, à 2 mètres, il y a un vase avec des lys oranges. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, c'est que je ne savais pas que les lys savaient voler. Parce qu'au moment où j'ai fini ma prière, un lys s'est envolé. Il est venu se poser sur mon genou et il est tombé entre d'elle et moi. Un lys, une fleur de lys, quand ça tombe, ça tombe. Ça tombe à la verticale, ça vole pas. Et là, devant cette chose un peu inattendue, j'ai compris qu'en fait, c'était un signe qui était... Non, alors en fait, bon, c'est pas grave, on en parlera après. C'était un signe qui venait de là-haut. Et c'était... on m'avait écouté, on m'avait entendu. Et lorsque je suis revenue le lendemain, Christopher, son compagnon, me dit, mais Dominique, tu n'as pas vu ton portable? Je dis, mais non, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Dale est mort cette nuit. Simplement pour vous dire qu'en fait, là, j'ai fait une petite erreur, enfin une grosse erreur. Je vous ai parlé d'un signe post-mortem, et ça, c'est aussi un signe anté-mortem. Donc, voilà, on rectifie, mais c'est pas grave. Pour le signe post-mortem, on peut, bien sûr. Alors, le signe post-mortem, eh bien, tout simplement, ça se... Mais écoutez, je vais donner un exemple qui est très personnel, qui est lié au décès de Thomas. Donc, Thomas est mort en janvier, et au mois de mars, eh bien, il fait beau. La chambre est ouverte, les fenêtres sont ouvertes, et je souffre beaucoup aussi. Malgré avoir eu certains signes de Thomas, mais vous savez ce que c'est, le cœur d'une maman, c'est pas évident à soigner. Et à ce moment-là, je suis devant le portrait de Thomas et je lui dis, mon chéri, fais-moi un signe, je t'en supplie. Et à ce moment-là, il y a une hirondelle qui rentre dans la chambre, qui fait le tour de la chambre et qui ressort. Je dis, tiens, c'est joli, ça c'est peut-être un petit signe de Thomas, mais vous savez, indépendamment de ma qualité, je dirais, entre guillemets, de médium, je suis quelqu'un qui ne laisse pas parler mon imagination, mon imaginaire, je ne cultive pas ce genre de choses. Mais par contre, lorsque je suis allée sur le cimetière, où était la tombe de Thomas, que sur cette tombe, j'ai vu, l'après-midi même, une hirondelle morte, là, j'ai dit merci. Dominique Vallée, en conclusion, quel est à votre avis le rôle d'un médium dans le monde d'aujourd'hui? Alors on pourrait parler du rôle du médium dans notre beau pays qu'est la France. Malheureusement, nous souffrons de méconnaissance par rapport à cette fonction, par rapport à ce travail. Et nous souffrons aussi de désinformation. Lorsque nous voyons parfois ce que font les médias, qui s'intéressent surtout au sensationnel dans leurs émissions, je dirais, musical, c'est d'une tristesse affligeante. Lorsque l'on voit aussi tous ces horoscopes qui sont diffusés, qui ne correspondent absolument à rien, cela aussi c'est affligeant. C'est vrai que ce rôle de médium est souvent malheureusement heureusement dirais-je, a été défendu par des grands scientifiques, comme le professeur Rocard, Régis Dutheil, Rémi Chauvin. Et cela, quelque part, ça nous met du baume au cœur. Parce que cela veut dire que dans ce monde scientifique si difficile à aborder, et qui nous tient bien à l'écart, il y a quand même de belles intelligences qui nous regardent, qui nous voient vivre, et qui nous aident. Et ça, pour nous, c'est une grande chaleur, c'est une grande espérance. Alors, on pourrait aussi parler aussi ça qui est triste. Je répète un petit peu ce mot, mais c'est ce qui me tient à cœur, c'est que nous avons des pays comme les États-Unis où il y a très souvent de la collaboration entre les médiums et la police
pour aider dans des recherches de personnes disparues, pour élucider certains problèmes restés sans solution, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ici, on se prive de pas mal de choses. Mais bon, c'est ainsi. Bon, restons à nos bases, et c'est vrai que nous avons quand même une grande chance, ce beau rôle.